AFM. La radio qui aime parler le français. À la rentrée 2021, nous avons invité Anderen dans le studio de Samedi AFM Radio. Nous, le groupe Junior 6, Inès, Béatrice, Gonzalo, Victor et moi, Inigo, l'avons interviewé. Anderen est une dessinatrice de presse sociale, illustratrice jeunesse et économiste française qui signe avec son pseudo Aden. Elle est née quand, Victor? Aden est née en France, dans la ville de Carcassonne, en 1983. Déjà petite, elle a commencé à dessiner et avec quelques cours et formations, elle a aiguisé son style, avec lequel l'illustratrice exprime ses inquiétudes et dénonce des injustices et des problèmes de l'actualité. Pourtant, elle est aussi passionnée par l'économie, la sociologie et la géopolitisme. Anne a donc étudié l'économie internationale à l'Université de Paris. C'est dans ce secteur où elle a travaillé en même temps qu'elle étudiait un cours d'illustration à l'École supérieure de dessin professionnel à Madrid. Grâce à plusieurs années d'efforts, Aden a commencé à vendre ses dessins et à publier dans différentes revues en France. Il y a 4 ans, son travail a été récompensé par ses premières prises. Maintenant, elle collabore avec Cartoon Movement ainsi qu'avec Cartooning for Peace. Nous avons interviewé Anderen à l'Alliance française de Madrid pour connaître son expérience en tant que dessinatrice et qu'elle nous parle de son exposition Dessin de près pour l'écologie. Bonjour Inès. Bonjour Gonzalo. On est ici pour parler du dessin de presse. Oui. Donc, le dessin de presse a été toujours les copains inséparables des médias papier. Dès sa naissance comme presse-livre au XVIIIe siècle et de son explosion en 1830. Oui, et la presse libre sert à tout critiquer. Les dirigeants du pays, les problèmes de la société, etc. Et ce qui est un rôle essentiel. Du côté social, le dessin de presse a une fonction pédagogique. Comme exemple, les dessins politiques traitent généralement de sujets déjà connus. En revanche, le dessin social a comme but faire réfléchir les gens sur des problématiques dont on ne parle pas. C'est-à-dire, les dessins de presse sociales essayent de nous rendre conscients des difficultés telles comme le réchauffement climatique, la pauvreté, la xénophobie, la surconsommation ou le consumérisme. Souvent, l'outil le plus important des dessinateurs pour faire connaître son message est le symbolisme. Cette utilisation du second degré donne plus de profondeur à l'illustration et suscite la réflexion. L'emploi, par exemple, d'une terre qui meurt littéralement ou la personnification des animaux qui souffrent à cause de l'activité humaine nous fait réfléchir à un sujet, les changements climatiques, sur lesquels on parle si fréquemment que souvent ils ne nous intéressent plus. Par conséquent, un dessin peut nous donner une perspective et nous faire y penser, juste comme un article. C'est pour ça que la presse et son dessin sont unis par un lien si fort qui les rendrait inséparables, et aussi indispensable pour une démocratie, quelle qu'elle soit. Malgré cette importance, il est souvent affecté par le mal des travaux artistiques, c'est-à-dire la précarité. Il faut avoir toujours des idées nouvelles et fraîches. Mais le monde du dessin de presse est aussi plein de personnes passionnées qui changent la société et nos points de vue grâce à leur art. Bonjour Anne, bienvenue à notre programme radiophonique. Et c'est un plaisir de vous avoir ici. Merci beaucoup. Bonjour. Vous êtes une dessinatrice de presse avec beaucoup d'expérience
qui a publié dans les journaux les plus importants de la France, qui vous faites partie de l'association Cartooning for Peace. Vous avez gagné nombreux prix et publié des livres. Et aussi, vous avez une exposition dans l'Alliance française de Madrid. Nous avons vu que vos dessins ont plutôt l'intention de faire une critique à la société moderne. Mais est-ce que quelqu'un vous a déjà fait effacer un dessin ou vous savez comme il y a des thèmes censurés? Ça m'est jamais arrivé parce que j'ai une manière de traiter les choses légère qui n'est pas très rentre dedans. C'est vrai qu'en France, il y a une culture du dessin de presse qui aime choquer. Et c'est pas trop mon cas, donc j'ai jamais eu affaire à la censure, aussi parce que je publie beaucoup mes dessins de presse sur mes réseaux sociaux sans forcément avoir un support, donc je suis assez libre. Donc je n'ai jamais eu ça. Après, il y a les réactions sur les réseaux sociaux, ça il y en a toujours, selon les thèmes. Par exemple, quand on traite de féminisme, il y a souvent des hommes qui viennent mettre des commentaires parce qu'ils sont indignés sur certains dessins qui sont pourtant très, très légers. Et vous avez auto-censuré ou... Non, parce que je cherche toujours... Je pense que c'est toujours très compliqué d'avoir un point de vue très critique, mais je réfléchis souvent à deux fois avant de faire un certain dessin et en essayant de penser à différents points de vue. Mais je ne me suis jamais auto-censurée. Après, on le fait peut-être inconsciemment, quelquefois. Mais... Alors, on dit souvent que le monde de la formation est dirigé par des sons. Et on les voit présenter des programmes et on les voit aussi débattre en tant qu'experts. Alors, est-ce que vous croyez que vous savez surmonter plus de difficultés pour publier vos dessins que celles qu'un aurait dû surmonter? C'est une question complexe. Aujourd'hui, heureusement, avec les réseaux sociaux, on n'a pas vraiment cette barrière à l'entrée parce qu'on est libre. Moi, je publie surtout mes dessins, mes opinions sur les réseaux sociaux et sur certaines plateformes comme Cartoon Movement. Et après, des fois, ils sont rachetés par d'autres. Du coup, je pense que ça enlève un peu une barrière qu'il pouvait y avoir à une époque où les réseaux sociaux n'existaient pas et où être une femme, ça pouvait être un problème. Je vais raconter l'anecdote d'une amie dessinatrice de presse italienne qui est un peu plus âgée que moi et qui, quand elle a commencé sa carrière, il n'y avait pas Internet, il y avait que le téléphone, etc. Et elle signe de son nom de famille, qui est Nardi. Et quand elle s'est fait appeler par un journal, et elle est allée sur place, et quand elle a ouvert la porte, le directeur du journal a dit « Ah non, j'attends quelqu'un, j'ai rendez-vous, attendez ». Avec Elia, mais moi j'ai rendez-vous aussi avec vous, je suis Nardi. Et il a regardé, il a dit, ah mais vous êtes une femme. Il fait, ah, je suis surpris, je pense que vous avez un trait très masculin et je ne m'attendais pas à ça. Donc cet homme, finalement, il a aimé ces dessins qu'il a dû recevoir par la poste et il l'a fait venir sans savoir que c'était une femme et peut-être que s'il l'avait su, ça aurait pu être une barrière à l'entrée. Mais aujourd'hui, on a plus ça et heureusement, la société évolue lentement, mais elle évolue. Le coronavirus a changé la forme de travailler de presque tout le monde. Est-ce que cette pandémie a aussi affecté tes dessins? Ça affecte la thématique et peut-être la sensibilité parce que je pense que quand on est enfermé chez soi, bon, les dessinateurs, on est habitués à être des loups solitaires, à travailler de chez soi et être enfermé, mais ne plus pouvoir voir du monde. Sûrement que moi, j'ai l'impression d'être plus sensible à beaucoup de choses depuis le coronavirus. Mais donc indirectement, sans m'en rendre compte, peut-être que ça affecte la manière dont je dessine ou je traite certains sujets avec peut-être plus d'empathie ou plus de sensibilité. Okay. Quelles sont vos motivations pour critiquer et utiliser les dessins comme un instrument de critique de la société d'aujourd'hui? Je pense que ma motivation, elle est venue de façon naturelle dès l'adolescence comme un besoin.
un besoin parce que j'ai toujours beaucoup suivi l'actualité et en lisant les journaux, je sentais une sorte d'indignation et de besoin de réagir face à ce que je lisais. Et aussi parce que du fait que j'ai toujours été quelqu'un d'assez timide, dans les débats, j'étais la typique personne qui n'arrive pas à participer ou qu'on n'écoute pas, etc. Et pourtant, j'avais vraiment quelque chose au fond de moi et des besoins de réagir. Moi, je m'intéressais à l'actualité et j'avais le besoin de réagir d'une manière visuelle à ce que je faisais. J'aimerais bien vous demander s'il y a une différence grande dans votre processus quand vous faites des dessins de presse et quand vous faites des dessins jeunesse. Est-ce que vous faites les choses de façon très différente ou... Au niveau technique, non, c'est vraiment les mêmes techniques. Et d'ailleurs, on sent qu'il y a une influence parce que beaucoup de gens me disent « Ah, vos dessins de presse, ils sont colorés, ils sont doux, etc. » Donc je pense qu'il y a... Voilà, c'est deux mondes qui s'influencent et ça fait que j'ai un trait assez doux, même si le fond du sujet derrière peut être plus dur. Après, c'est... Peut-être qu'il y a aussi, il y a une certaine façon de travailler qui reste de toute manière un peu pareille, parce qu'on a un texte, une idée à faire passer et un visuel à chercher. Et forcément, en dessin de presse, il faut chercher un visuel fort, avec une forte symbolique. Et en illustration jeunesse, ça peut être beaucoup plus neutre. Mais en illustration jeunesse, ça arrive aussi, sur certains textes, d'avoir ce travail de chercher une symbolique qui vienne à appuyer le texte de la même manière. Symbolique, j'ai vu quelques dessins dans l'exposition que je trouvais très intéressants, comme la corne d'abondance des déchets ou le Jenga avec l'environnement. Comment trouvez-vous les symboles? Est-ce que vous avez un processus où vous avez des idées notées ou est-ce que c'est seulement de l'inspiration à chaque moment? Alors j'ai toujours un petit carnet sur moi et pour ce qui est de la thématique de l'environnement, j'écoute beaucoup de podcasts et d'émissions et ça arrive en écoutant une émission par une phrase où il y a un déclic et je note l'idée. Et c'est assez curieux parce que ça vient comme ça et c'est pas toujours expliqué. Ça arrive de relire mon carnet et de dire ah mais tiens elle est rigolote cette idée, comme si c'était quelqu'un d'autre qui l'avait écrite, ou lire des idées et dire ah je la comprends pas celle-là, enfin j'oublie un peu. Mais après c'est le cerveau, c'est vraiment un muscle parce que je sens bien que mes dessins d'il y a 10 ans ils étaient moins originaux et un peu moins puissants que maintenant. À force de travailler l'image, on cherche aussi plus l'originalité parce que souvent la première idée qui vient, c'est la première idée qui vient à plein de dessinateurs. Et c'est vrai que par rapport aux réseaux sociaux, je suis le travail de beaucoup de collègues. Et aussi, ça aide à stimuler l'inspiration, mais aussi à voir les idées qui sont déjà faites, qui viennent les premières, et à essayer de trouver autre chose, etc. Vous vous dessinez beaucoup sur l'environnement. Est-ce que vous croyez vraiment qu'il y a de l'espérance pour la planète? Oui, c'est une question. Il faut espérer qu'il y ait de l'espérance. Et je suis assez pessimiste parce que c'est vrai que j'écoute beaucoup de podcasts qui sont appuyés par des scientifiques qui se basent sur des faits et la situation ne va pas beaucoup à mieux. Et surtout, je suis pessimiste parce que je vois qu'il n'y a pas... Ça devrait être un sujet central et ça ne l'est pas encore. Ça ne l'est toujours pas, ça reste un sujet, dont on parle de plus en plus, mais il y a beaucoup de greenwashing, en français on utilise le mot en anglais, d'hypocrisie, on l'utilise parce que c'est à la mode, on voit toutes les grandes marques qui utilisent aussi l'écologie parce que c'est à la mode, mais affronter ce problème, c'est repenser en profondeur nos sociétés et ça, personne n'est prêt à le faire pour le moment. De la société, croyez-vous qu'on doit avoir des changements les plus radicaux, les entreprises, les gouvernements, les consommateurs?
c'est tout le système. Donc après, les consommateurs ont un poids à jouer. Mais bon, il y a un de mes dessins qui le reflète, qui dit un petit pas, ça sert à rien, mais plein de petits pas, ça fait un grand pas. Et c'est dire que souvent on dit ah mais ça sert à rien si je fais moi quelque chose, mais si tous les consommateurs changent leur manière de consommer, et les grandes entreprises elles tombent, parce que si on tous se dit on va consommer local, on va consommer faire des petites structures, les grandes structures elles finiront par dégringoler. Mais forcément, pour que ça aille plus vite, il faudrait des décisions au niveau politique. Et ça, malheureusement, pour le moment, on ne voit pas beaucoup de choses dans ce sens-là. À propos du sujet de l'écologie, qui est sans doute un sujet très d'actualité, je voudrais vous demander sur la liberté d'expression. Dans ces mots, il y a quelques mois, et un professeur français a été tué pour montrer des caricatures de Mahoma. Alors, est-ce que vous croyez que la presse devrait être capable de parler de tout? Et est-ce que vous pensez que les gouvernements devraient prendre des actions pour l'assurer? La presse doit être capable de parler de tout. Après, il faut aussi apprendre à reconnaître qu'il y a des sujets qui peuvent blesser. Et qu'il y a des dessins. En fait, le problème de certains dessins, c'est que Charlie Hebdo, il y a 10 ans, c'était lu par les lecteurs de Charlie Hebdo. Et avec l'arrivée d'Internet et des réseaux sociaux, il y a quelqu'un à l'autre bout du monde qui va voir un dessin, qui ne va pas savoir le lire et qui va être choqué, et qui va être blessé par ce dessin. Et ça rend les choses très complexes parce que à la base, ce dessin et Charlie Hebdo, c'était pour un type de lecteur qui aimait cet humour potage, cet humour qu'on a le droit de ne pas aimer, mais voilà, c'était... Et aujourd'hui, ça fait un peu boule de neige parce que du coup, tout le monde le voit, etc. Donc en France, une action qui peut être prise et qui devrait être prise, et c'est malheureusement ce qu'a essayé un peu ce professeur, c'est l'éducation à interpréter un dessin de presse. Parce que des fois, on s'indigne parce qu'on n'a pas compris le dessin de presse. Parfois aussi, il y a des dessins de presse qui sont à la limite, et derrière un dessin, il y a aussi une opinion, et on a le droit de ne pas être d'accord. Donc ça, c'est un fait. On peut être blessé par un dessin parce qu'on a une religion, parce que ça nous blesse, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que qu'on aime ou pas un dessin qu'on n'aime pas, il doit ouvrir la voie au débat. Ça, c'est sûr. C'est dire un dessin qui déplaît à une grande partie de la population, on ouvre un débat derrière, on en parle. Et voilà, là, le fait d'arriver à de telles violences... ça reflète quelque chose qui est plus complexe parce que ça reflète aussi une société blessée, une partie de la population marginalisée, du communautarisme d'une certaine manière. Enfin, c'est des sujets très complexes qui doivent avoir une réponse politique, mais qui est difficile parce qu'elle vient de l'histoire et de dizaines et dizaines d'années de blessures chez une partie de la population. Donc il faut voir comment le traiter aussi. Personnellement, est-ce que vous croyez qu'il faut vraiment être si insultant ou si choquant? Est-ce qu'il faut que le dessin soit si choquant pour transmettre le message dans ces cas? En droit, il y a un peu le droit à... Je ne sais plus comment ils appellent ça. C'est le droit à... Tu es protégé à ne pas voir un dessin. Si quelqu'un dit « Ah, moi, dans un magazine, j'ai vu un dessin qui me choque », et le droit, au niveau légal, on dit « Oui, mais vous avez le droit de ne pas ouvrir ce magazine. » Il y a comme une protection de dire... Et c'est vrai que les réseaux sociaux, ils viennent un peu en contradiction avec ça parce qu'il y a des choses qui nous sautent aux yeux et qu'on n'a pas choisi de voir. Et en plus, ça a un effet boule de neige parce que plus un dessin indigne, plus il va circuler. Et pendant ce temps, des dessins plus neutres, etc., auront moins de visibilité. Donc, Alors, est-ce que vous croyez que l'algorithme des réseaux sociaux n'est pas parfait quand... Les réseaux sociaux, c'est un grand débat et un vrai problème, je pense, aujourd'hui, parce que les réseaux sociaux, ils ont tendance à faire circuler plus facilement les informations qui indignent. Est-ce que cela devrait être changé pour montrer un peu plus de variété? Mais je pense qu'il faudrait, oui, que l'intérêt, c'est les informations qui creusent les sujets, qui montrent que les sujets sont complexes, etc. Mais malheureusement, nous aussi, en tant qu'êtres humains, on a tendance à cliquer plus facilement sur une information qui nous choque, qui nous indigne, qui nous révolte. C'est vrai. Et ce qu'il faut aussi, nous, qu'on apprenne, mais là, c'est pareil, c'est la formation, l'éducation, de dire, attention, plus vous êtes indigné, plus vous vous méfiez. Une dessinatrice de presse qui fait des interventions dans les écoles et qui disait...
parce qu'en France, ce qui est le 28 décembre en Espagne, c'est le 1er avril. Donc quand on dit quelque chose, on dit des blagues, etc. Il disait, quand on vous dit quelque chose surprenant un 1er avril, qu'est-ce que vous faites? Il dit, on pense que c'est sûrement une blague, enfin un mensonge ou que ça a été manipulé. Il disait, il faut agir comme si tous les jours c'était le 1er avril. Tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, il faut s'en méfier. Oui, c'est vrai. Et je trouvais cette phrase très pertinente parce que je pense que... Et c'est quelque chose que j'ai fait parce qu'il y a un moment, je pense qu'au début des réseaux sociaux, je me suis laissée piéger plusieurs fois par l'indignation à retweeter. Et après, parce que j'ai pris le temps de m'informer, de me dire « Ah, mais c'est plus complexe que ça, attention !» et de se rendre compte que la vérité, elle est toujours plutôt grise, ni noire ni blanche, et que c'est toujours plus complexe. Est-ce que c'est vrai que peut-être quelques dessins ou quelques informations peuvent être blessants ou insultants, mais ne pensez-vous pas que ces dessins ont comme but faire réfléchir les gens et les choquer afin qu'ils réfléchissent un peu plus? Oui, bien sûr, ce que je disais aussi, c'est qu'un dessin qui choque, il est là aussi pour alimenter un débat, pour faire parler. Et surtout, ce que je disais de l'éducation au dessin de presse, c'est qu'il y a des dessins qui nous choquent, mais aussi parce qu'on les a mal compris, parce qu'il y a une ironie. Parce qu'en fait, au premier abord, on dit c'est un dessin raciste, alors que c'est une ironie derrière, en fait, qu'il faut inverser. Et ça, c'est un vrai problème, parce qu'il y a beaucoup de gens qui réagissent sur des réseaux sociaux à des dessins parce qu'ils n'ont pas compris l'ironie du dessin. Donc ça, c'est une première chose. Et après, il y a des dessins où l'ironie est poussée tellement loin, où aussi on dit, ça me choque, mais le fait d'être choqué, ça peut me faire réfléchir et réagir. Et bien entendu, ces dessins-là ont un rôle, surtout quand, au final, ce choc va créer un débat entre personnes et va amener un sujet dont on ne parle pas assez, ou va montrer certaines visibilités de certains thèmes. Est-ce que vous croyez que ces débats peuvent se faire dans les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux, c'est un lieu compliqué pour le débat, j'ai l'impression, parce que c'est les personnes les plus extrêmes qui ont tendance à s'exprimer ou qui ont les idées les plus fermées. Pour moi, le débat, en présentiel déjà, on se respecte plus. C'est quelque chose de vrai que... Le dessin de presse, c'est un super outil dans les écoles, dans les lycées, et pour fomenter les débats en classe. Et je pense qu'il faudrait trouver un moyen de le faire aussi avec les adultes dans des lieux comme médiathèques, etc. Parce que quand on est ensemble et qu'on peut parler en se voyant et qu'on peut mitiger des idées, c'est toujours plus positif que de le faire à travers un réseau où on est tous anonymes et où on a tendance à oublier un peu qu'il y a un humain en face de nous. Éduquer dans les écoles, souvent les adultes c'est plus compliqué, mais non, dans les écoles, mais aussi dans des quartiers un peu à travers les maisons de quartier, etc. Enfin, c'est organiser des rencontres et débattre et essayer de le faire dans la plus grande bienveillance possible, et aussi apprendre peut-être aux gens de dire que c'est normal, on peut être blessé par un dessin, on peut être blessé par une opinion, et que surtout c'est ça, c'est apprendre à contrôler ses émotions, à contrôler ses réactions en général, de toute façon, parce que quelqu'un qui est capable de tuer pour un dessin, sûrement que... Parce qu'un dessin, ça circule vite, alors c'est facile, mais il y a aussi des femmes musulmanes en France qui sont menacées parce qu'elles ont un discours qui critique le patriarcat dans certains pays, ou qui ont une critique de la religion musulmane, et elles sont aussi sur la liste. Donc c'est pas que les dessins, c'est aussi de dire qu'il faut apprendre dès tout petit à une certaine tolérance à l'idée qui est différente de la sienne en général. Mais bon, ça c'est un vaste sujet, et l'être humain à travers les siècles et toutes les guerres qu'il y a eu prouvent bien qu'on n'est pas encore prêt d'y arriver. Et dans cet article appelé « Chaque pays a ses codes, mais le dessin est universel », et vous avez dit qu'en Espagne, il est plus difficile de dessiner sur certains sujets. Alors, j'étais un peu choqué par ce que vous avez dit maintenant.
Et cette phrase, pourriez-vous nous expliquer un peu cette phrase? C'est vrai que ça peut... En France, c'est devenu difficile de dessiner sur certains sujets et vis-à-vis du... par rapport à l'islamisme où il y a une telle... Oui. C'est vrai que quand j'ai dit ça, déjà, il ne s'était pas encore passé l'assassinat de Samuel Paty. Mais j'avais l'impression... c'était surtout par rapport... on avait une discussion avec la journaliste par rapport à la monarchie en Espagne où il y avait une censure finalement de certains sujets que certains dessinateurs de presse ne peuvent pas aborder, comme la couverture d'El Jueves qui a été retirée, une qui a eu une amende, l'autre qui a été retirée juste avant la coronation. Je ne sais plus comment on dit en français, coronation. Le couronnement, voilà, merci. Voilà. Le couronnement de Felipe. Et donc je faisais un peu allusion à ça, où il y avait une censure, mais une censure qui vient d'en haut. Alors qu'en France, peut-être que c'est différent parce qu'il y a une censure qui commence à venir, mais d'en bas, c'est-à-dire les réseaux sociaux, mais c'est le cas aussi en Espagne, probablement, et l'islamisme et certaines thématiques. Que vous ne travaillez pas comme la plupart des gens avec un horaire, oui. Et, en dessin de presse, normalement, il faut être toujours disponible et prêt. Et moi, mon problème, c'est que j'ai 2 enfants assez petits et que ça m'arrivait de dire j'ai raté le coche parce qu'en plus, maintenant, il faut être très rapide. Mm-hmm. C'est-à-dire, là, j'étais avec la neige, les enfants à la maison, etc. Il y a eu tout le départ de Trump, etc. J'ai pas eu le temps de faire de dessin parce que quand les enfants ont repris l'école, j'avais du retard, des commandes à rattraper et un dessin, c'est un peu un cercle vicieux parce que comme j'ai pas de journal qui me publie régulièrement, je peux pas me forcer à le faire parce que moi je le fais gratuitement et peut-être qu'après mon dessin sera pris quelque part. Ouais. Et en même temps, il faudrait que je le fasse plus régulièrement pour qu'un journal puisse à un moment se dire là c'est intéressant, elle en fait. Et moi comme j'ai l'illustration jeunesse à côté, plus des commandes. J'ai des commandes de presse mais qui sont plus... c'est pas ce que je vais mettre là, c'est des commandes par rapport on m'envoie des articles à illustrer et ça peut être sur des thèmes assez variés, c'est moins politique, c'est moins, par exemple, moins sur l'actualité. Donc j'ai ces commandes aussi à répondre ou d'autres types de commandes. Donc du coup, je ne peux pas réagir à chaque fois sur l'actualité et c'est vrai qu'un dessinateur de presse à 100% ou qui veut vraiment y arriver, il faut réagir au moins 2 fois par semaine, je pense, 1 ou 2 fois par semaine. Quand c'est un magazine, j'ai fait un dessin pour Le Pèlerin, par exemple, Pèlerin Magazine, c'est des sujets qu'on va voir sur les pierres précieuses. Voilà, donc là, c'est un dessin de commande, j'essaye de mettre une petite touche humoristique ou ce genre de choses. Et donc là, on me dit, Bayard, c'est plus ou moins bien payé, puis il y a d'autres... Mais c'est les magazines et la presse qui fixent son prix, en général. Ils disent on arrive, on attend. Parce que soit c'est des petits magazines indépendants. Là, j'ai fait toutes les illustrations intérieures d'un magazine qui s'appelle Nectar Magazine, qui traite de sujets qui ont à voir avec la culture, qui est très intéressant. Mais du coup, c'est bien, en lisant les articles, j'ai appris plein de choses. Et par exemple, ils n'ont pas un énorme budget, mais ils m'ont laissé une liberté complète. Et ça a été un vrai plaisir, du coup. Parce que, en plus, ils ont beaucoup aimé, donc normalement, ça va être une collaboration. Enfin, de temps en temps, j'aurai à travailler pour eux. Mais au moins, ils ont cette reconnaissance. Ils disent, on ne peut pas payer énormément, mais du coup, il n'y a pas de croquis. Il n'y a pas de croquis à faire valider, je fonce, et puis après... Vous préférez avoir plus de liberté? J'avais un peu peur au début, parce que c'est vrai que des fois, ça rassure de faire plusieurs croquis et l'idée. Peut-être qu'il y a quelques années, ça m'aurait plus inquiété. Maintenant, j'essaye d'avoir un peu plus confiance en résultat, même si c'est quelque chose qu'on travaille. Je ne suis pas quelqu'un qui dit « Ah, c'est génial ce que je fais ». Ça me rassure en général d'avoir quelqu'un qui me dit « Ah ben ce croquis parce qu'il est mieux ». Et à chaque fois que j'envoie mon dessin, je dis « Est-ce que ça va plaire? Est-ce que ça ne va pas plaire ?» J'arrive pas encore à surmonter ça. Mais là, je gagne en confiance. Je me dis « Bon, là, c'est bon, je pense que cette idée, elle est bonne. Je fonce, elle me plaît, ça va. » Merci beaucoup pour merci. être venu. Merci beaucoup d'être venu. Merci.
Comme vous le savez déjà, il y a une exposition à l'Alliance française de Madrid. La dessinatrice s'appelle Aden et elle a dessiné sur beaucoup de thèmes. À l'Alliance, il y a plus de 15 dessins fantastiques. Andere, son vrai nom, a un vrai talent parce qu'avec ses dessins, elle s'exprime à la perfection et elle fait une critique sociale. Elle dessine sur des thèmes très polémiques actuellement, comme par exemple le consumérisme, la pollution, l'écologie et l'environnement. Samedi dernier, j'ai eu le privilège de voir l'expo. J'étais agréablement surpris. Ce que j'ai le plus aimé de ses dessins, c'était le sens de l'humour et l'ironie qu'elle utilise pour traiter des sujets graves. À mon avis, Aden est une illustratrice très très bonne, car non seulement elle dessine très bien, mais en plus, elle sait transmettre son message d'une manière complète. Alors, je vous recommande d'aller la voir immédiatement. AFM Radio. Avec vous, de bonjour à bonne nuit.